Raconte-moi un arrêt, une émission de Tania Rachon, produite par Amicus Radio. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Au programme aujourd'hui, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 août 1994, la décision France contre Commission, numérotée C-327-91. C'est donc la France qui poursuit la Commission dans le cadre d'un recours en annulation contre un accord international. Reprenons dans l'ordre chronologique. La Commission européenne a conclu un accord avec les États-Unis le 3 septembre 1991 sur le terrain du droit de la concurrence. Effectivement, avec le développement du commerce international, les règles de droit de la concurrence de chaque pays ont davantage de chances de rentrer en conflit. L'idée centrale est donc de permettre une coopération entre les États-Unis et ce qui est alors la communauté économique européenne, avec des échanges d'informations et des notifications dès que l'une des parties peut être affectée par une enquête de l'autre pour des questions d'entente, de contrôle de concentration ou encore d'abus de position dominante. Sans vouloir anticiper la suite, mais pour faire le tour de l'aspect droit de la concurrence, l'accord de 1991 ne sera appliqué qu'à partir de 1995 et un accord complémentaire sera adopté le 29 mai 1998 concernant la mise en œuvre des principes de courtoisie active dans l'application des règles de concurrence. Une courtoisie active, puisque l'Union européenne ou les États-Unis peuvent demander à l'autre partie de prendre des mesures qui s'imposent quand des actes anticoncurrentiels affectent leurs intérêts. Mais nous ne parlons pas davantage de droit de la concurrence, car ce n'est pas réellement ce qui est en jeu ici. Je suis aujourd'hui ravie d'accueillir Géraud Saint-Just de Berg, actuellement conseiller d'État, et qui était en 1994 l'un des agents du gouvernement français devant la Cour de justice de l'Union européenne aujourd'hui. Pendant plus de 30 ans, vous êtes consacré au droit et au contentieux de l'Union européenne, au ministère des Affaires étrangères, mais aussi au service juridique de la Commission européenne, puis à la Cour de justice. Donc bonjour, monsieur de Berg. Bonjour. Dites-moi déjà peut-être pourquoi vous avez choisi cet arrêt. Alors pourquoi j'ai choisi cet arrêt comme vous l'avez peut-être vu, il suffit de taper mon nom sur Curia. En fait, j'ai été agent de la France dans plus de 750 affaires et de la Commission européenne dans une vingtaine. Si j'ai choisi cet arrêt, c'est parce que, tout d'abord, c'était un litige de portée constitutionnelle. C'est d'ailleurs l'adjectif qu'emploie la Cour de justice dans son arrêt. Et ça n'est pas si fréquent que la France ou un État membre, à part peut-être le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, ait introduit un recours de portée constitutionnelle. Les recours précédents de la France contre la Commission étaient des recours agricoles ou d'aides d'État. La deuxième chose, c'est que c'est une victoire. Ça n'est pas non plus si fréquent face à la Commission européenne, qui, il faut le reconnaître, gagne moins qu'avant, mais tout de même gagne souvent ses batailles. Alors, je suis déjà ravie de ces premiers éléments. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis très contente de vous recevoir parce qu'on s'est rencontrés lors de mon Master 2 contentieux européen et j'en ai gardé le souvenir d'une personne passionnée par le sujet. Et donc, c'est vraiment un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Alors, effectivement, pour en venir à cette décision, en réalité, il s'agit d'une question d'équilibre institutionnel au sein de l'Union européenne et la question de la concurrence est complètement secondaire. La décision de la Cour de justice porte sur l'appréciation du rôle de la Commission européenne dans le cadre des négociations internationales. En l'occurrence, la Commission européenne avait conclu l'accord avec les États-Unis, alors que selon l'article 228 du traité à l'époque, qui est aujourd'hui l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est un rôle qui, a priori, est plutôt attribué au Conseil. Et justement, monsieur le conseiller, est-ce que vous visiez cette question institutionnelle quand vous avez saisi la Cour de justice ou est-ce que c'était vraiment la question de fond du droit de la concurrence qui était intéressante au moment de la présentation du recours ? Alors, on a été alerté de cet accord par la DGCCRF, donc du ministère de l'économie et des finances. Donc, au départ, il y a bien un sujet concurrence, mais il y avait évidemment la question du fond, puisque cet accord dérogeait à des dispositions de droit communautaire. Mais je dirais que la dimension institutionnelle était sans doute déjà présente dans l'esprit de la DGCCRF.
Alors, comment ça s'est passé ? Bien, vous savez, comme ça se passe toujours en France, je suis un défendeur indéfectible de l'organisation du contentieux en France. C'est un partage entre le SGCI à l'époque, le secrétaire général des affaires européennes aujourd'hui, et la direction des affaires juridiques, bien sûr, en lien avec les ministères. C'est au SGAE d'aujourd'hui que se décide ou non, donc à la demande d'un ministère, d'une administration. Alors, je ne peux plus me rappeler exactement comment ça s'est passé. Certainement, la DGCCRF a demandé une réunion, peut-être aussi la direction des affaires juridiques, une fois qu'elle a été alertée. Et donc, il y a eu une réunion. Simplement, il faut savoir que la plupart du temps, c'est décidé au niveau du SGAE, mais il peut y avoir un litige entre administrations, auquel cas ça remonte au cabinet du Premier ministre, avec cette particularité, vous savez, qu'il y a une grande règle dans l'administration française, c'est qu'on ne peut pas être à la fois membre d'une administration et d'un cabinet ministériel, mais il y a une exception. Une exception, c'est le secrétaire général des affaires européennes, qui est traditionnellement, ça n'a pas toujours été le cas, mais presque toujours le cas, c'est le cas aujourd'hui, qui est également le conseiller Europe du Premier ministre. Alors, dans cette affaire, il n'y avait pas d'opposition. On était tous d'accord pour faire le recours, et je reviendrai à votre question d'ailleurs, mais évidemment, attaquer la Commission européenne, surtout sur une question aussi sensible, je dirais sans doute à l'époque davantage qu'aujourd'hui, puisque par la suite, on a peut-être moins hésité. En tout cas, c'est monté au Premier ministre pour valider la décision qui avait été prise, et ça a un peu tardé. Ça a un peu tardé pour des raisons qui m'échappent, que j'ignore. Ça a un peu tardé. Est-ce qu'il y a eu des hésitations ? Est-ce qu'il y avait d'autres priorités ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dévoiler, c'est que moi j'attendais, évidemment, j'avais fait une belle note, etc. Mais à peu près 2 jours avant l'expiration, je reçois un coup de fil d'un quelqu'un que je connaissais du cabinet du Premier ministre qui me dit « Écoute Géraud, voilà, tu peux y aller. Si on est encore dans les délais, tu peux y aller. » Et donc tout ça, bon, il y avait une note qui avait été faite, la requête n'a pas été trop compliquée à faire, mais je dirais, ce recours aurait pu ne pas être introduit alors qu'il a mis fin à une dérive de la part de la Commission européenne, une dérive qui a révélé la procédure, puisqu'elle a dévoilé plus d'une vingtaine d'accords qu'elle avait à peu près analogues, enfin dans d'autres sujets. Et une décision qui a eu beaucoup aussi d'importance sur le long terme, puisque aujourd'hui encore, ce sont ces règles-là qui s'appliquent. Donc, tout à fait. Donc c'était important finalement de le positionner à l'époque. Et d'ailleurs, on voit dans la décision que l'Espagne et les Pays-Bas ont soutenu votre position. Alors comment ça se passe ? Il y a eu une discussion immédiate avec les pays ? Non, vous savez, c'est assez fréquent que les États interviennent dans des litiges. C'est peut-être plus fréquent aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu en amont de discussions avec les Pays-Bas et l'Espagne. Mais vous savez, plus que la présence des Pays-Bas et de l'Espagne, c'est plutôt l'absence du Royaume-Uni qui est intéressante. L'absence du Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni a été, autant qu'il m'en souvienne, et des bruits que nous avions pu recueillir, était en fait très embêté. Très embêté. Parce que, d'un point de vue institutionnel, évidemment, il était entièrement favorable à ce recours et à la position que nous défendions, qui était évidemment le respect de l'équilibre institutionnel en faveur du Conseil. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y avait 2 raisons qui ont fait qu'il n'est pas intervenu à notre soutien, alors qu'il n'hésitait pas à le faire. Dans les questions institutionnelles, il était très présent. Je pense qu'il y avait d'abord le fait qu'il était très favorable à cet accord et qu'il craignait sans doute que si le Conseil reprenait la main, ce qui d'ailleurs ne s'est pas confirmé avec l'accord de 98, mais et puis la deuxième chose, je pense, c'était qu'il savait très bien que c'était son commissaire vedette. À l'époque, il y en avait 2, mais c'était Sir Leon Brittan, et c'était sans doute un peu délicat, ancien ministre de Margaret Thatcher, etc. C'était un peu délicat voilà. Donc, je pense que le Royaume-Uni a sans doute été un peu gêné par cette affaire. Et alors, il y avait un petit aspect de recevabilité aussi dans la décision qu'on peut aborder rapidement, puisque la demande concernait l'annulation de l'accord international directement et pas la décision de la Commission européenne. Mais la Cour de justice va repositionner elle-même le contentieux. L'acte qui fait grief, c'est cette décision que prend la Commission de conclure l'accord et non l'accord en lui-même. C'est assez logique et réaliste côté contentieux comme positionnement, mais ensuite, ça signifie que lorsqu'effectivement l'acte est annulé, ce n'est pas l'accord international qui le sera. Cela étant, ça rend difficile l'application de l'accord international et ça peut
poussé à le revoir par la suite. Ce qui n'a donc pas été le cas, en l'occurrence, comme vous l'avez dit. Et je me demande si parfois il n'y a pas quand même une frustration, en tout cas dans cette décision. Hein. Vous aviez soulevé des moyens de fond, des questions à l'égard de la violation du principe de sécurité juridique ou de violation du droit de l'Union européenne, et qui ne sont pas du tout abordées. La Cour de justice s'arrête à la question de la position de la Commission européenne. Donc voilà, est-ce que sur le fond, quand même, il n'y avait pas quelques enjeux qui auraient pu être peut-être un peu développés? Très honnêtement, je pense que ces enjeux étaient vraiment très marginaux. L'aspect institutionnel était absolument fondamental. Plusieurs choses. D'abord, sur la recevabilité. Nous étions assez embêtés au stade de la requête parce que nous n'avions aucune décision de la Commission européenne. Les décisions de conclusion ne sont pas comme celles du Conseil publiées au JO. En plus, c'était une décision tout à fait atypique. Donc, on était embêtés. Alors, dans ses conclusions, l'avocat Gérald Tesauro disait « Mais au fond, tout ça n'a aucune importance. On ne peut pas reprocher à la France de ne pas avoir attaqué une décision qu'il n'avait pas, d'autre part, après tout, voilà. Alors la Cour, le gouvernement français lui-même à l'audience, alors je n'étais plus là, mais la Cour le rappelle, je crois me souvenir, ou peut-être l'avocat général, à l'audience, le gouvernement français avait dit, mais on peut tout à fait interpréter ce recours comme visant la décision de conclusion. Alors effectivement, vous avez raison, c'est la décision de conclusion qui a été annulée, mais l'accord continuait à vivre sa vie dans le monde international, et les États-Unis auraient pu considérer, vous savez qu'on ne peut pas invoquer ses propres turpitudes, à quelques rares exceptions près, selon la Convention de Vienne de 69, et donc l'accord continuait. Alors, en fait, il a eu des suites, l'accord a eu des suites, puisque ce qui s'est passé, c'est que l'accord a continué à s'appliquer pendant quelques années, mais tout de suite, ou très vite, la Commission a demandé au Conseil une autorisation de négocier un accord, un véritable accord cette fois-ci. C'était déjà un véritable accord, mais pardonnez-moi, un accord dans les règles. Et finalement, c'est à quoi aboutit l'accord de 98. L'accord de 98, c'est l'accord au fond qui remplace, même si je crois que c'est pas si simple que ça, mais globalement, c'est la remise des pendules à l'heure. C'est un accord de l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique en matière de concurrence, négocié par la Commission sur habilitation du Conseil. Exactement. Et conclu, c'est-à-dire ratifié dans le langage communautaire, conclu par le Conseil en 98. Voilà. Donc, au fond, la France a joué. En fait, c'est un recours qui aurait dû être un recours Conseil-Commission, comme il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais surtout par la suite. Et la France a pris une position quasi institutionnelle, en fait. Exactement. Et a pris, en fait, encore une fois, c'est un recours que le Conseil aurait dû introduire. Effectivement. Voilà. Et alors, donc, la Cour de justice propose quand même une interprétation assez restrictive de cet ancien article 228, en tout cas à la lettre, qui va aboutir à cette consécration du principe de compétence du Conseil pour conclure des accords internationaux. Et pour justifier sa position, la Cour de justice va utiliser dans la décision plusieurs méthodes d'interprétation. Elle va revenir à l'intention des rédacteurs du traité, et elle va aussi utiliser les différentes versions linguistiques qu'elle explore dans l'arrêt. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une partie qui est intéressante dans cette décision, c'est le fait que la Cour de justice va dire elle-même que la disposition, donc cet article 228, est une norme, je cite, autonome et générale de portée constitutionnelle. Alors ici, tous les termes sont intéressants, autonome, général, mais c'est vrai que l'aspect constitutionnel retient l'attention, forcément. Il n'existe pas énormément de décisions qui abordent la dimension constitutionnelle des traités. Et d'ailleurs, il faut d'emblée noter que la Cour de justice ici dit que la disposition est de portée constitutionnelle. Elle ne dit pas directement qu'elle est constitutionnelle. Alors peut-être, Monsieur Sajudeberg, vous avez continué votre carrière notamment, donc vous l'avez dit, à la Commission, à la Cour de justice. Est-ce que vous avez un peu suivi ces décisions à caractère constitutionnel ? Alors écoutez, la France a été très très près. Bon, quand je suis revenu de la Cour de justice en 2000, et donc là j'ai été sous-directeur puis directeur adjoint des affaires juridiques, et la France était, je peux dire, intervenait dans quasiment toutes les affaires d'ordre constitutionnel, c'est-à-dire la plupart du temps commission-conseil, conseil-commission, conseil-parlement. Donc oui, il y a eu beaucoup d'affaires. Alors l'adjectif n'était peut-être pas prononcé toujours, mais il y a eu beaucoup d'affaires. Beaucoup par rapport à la période précédente, en tout cas, par rapport aux premières décennies de la Communauté économique européenne. Il y a eu effectivement beaucoup d'affaires. Et l'abcès de fixation des questions institutionnelles, des questions d'ordre constitutionnel, ce sont les compétences externes. Les
compétences externes, je crois pouvoir dire que l'immense majorité des litiges interinstitutionnels, et donc d'ordre constitutionnel, parce que derrière le Conseil, il y a la compétence des États membres, qui n'est pas loin, même si formellement il s'agit d'une répartition des compétences à l'intérieur de l'Union européenne. Alors on pourrait dire les États ne sont pas concernés. En réalité, bien évidemment, derrière le Conseil, ce sont les États membres qui ont tout de même qui ont la main, et donc derrière il y a bien derrière chaque question de compétences interinstitutionnelles, enfin de répartition des compétences, il y a bien sûr aussi derrière le rôle des États membres, bien sûr l'équilibre institutionnel justement qui est au cœur de toute cette décision. Je voulais revenir, si vous permettez. Évidemment, j'ai relu attentivement l'arrêt que j'avais encore en mémoire, mais quand même assez vague, les conclusions, et je suis surpris tout de même par la pauvreté des arguments de la Commission européenne. Je pense que le service juridique a dû être assez embêté parce que j'interprète, c'est mon interprétation personnelle, comme une tentative de coup de force, et très largement de Sir Léon Brittan, qui était un commissaire très puissant. La direction de la concurrence est très puissante, le commissaire... Peut-être que je surinterprète, là je n'ai pas du tout de vérité révélée en la matière, mais les arguments de la Commission européenne me semblent à la relecture vraiment très pauvres. Vraiment, je suis très très frappé. Puis alors le fait de dire, mais vous savez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, alors là évidemment... Et on sent que la Commission cherche aussi à utiliser l'arrêt AETR de 1991 que vous avez cité tout à l'heure, qui, donc je le rappelle, permet à l'Union européenne aujourd'hui d'agir en externe, donc au niveau international, d'adopter des accords internationaux quand la compétence lui est reconnue en interne, ce qui veut dire que donc elle a la possibilité de réglementer vis-à-vis des États une certaine question. Dans AETR, c'était les transports, et donc il est possible à ce moment-là d'adopter des accords internationaux. Et donc la Commission européenne, effectivement, on sent que son idée, c'est de dire qu'on pourrait finalement reporter la décision entre les institutions, ce que refuse complètement la Cour de justice. Là aussi, l'argument ne tient pas. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'était d'un point de vue juridique très habile de dire, écoutez, on peut transposer AETR des compétences externes internes de l'Union européenne vers chaque institution, et au fond, à partir du moment où une institution aurait une compétence interne, elle pourrait l'exercer de manière externe sans demander l'avis d'une autre institution. Alors effectivement, c'était habile, mais ça ne tenait pas. Et d'ailleurs, l'avocat général, je ne sais plus si c'est l'avocat général ou la Cour, relève que la Commission a admis qu'AETR ne s'appliquait pas. Cela étant, elle a quand même maintenu l'argument. C'est-à-dire, sans utiliser AETR, au fond, c'est l'argument des arrangements administratifs. C'est une catégorie d'engagement international qui est absolument inconnue du droit international, mais qui existe, sont des arrangements entre deux administrations de deux États différents. Normalement, évidemment, d'une portée très, très, très réduite. Là, la difficulté qu'il y avait, et c'est là où ça ne tenait pas, c'est que l'accord était conclu avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'était pas avec uniquement la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice. Ce sont les signataires de l'accord du côté des États-Unis, mais au nom. Alors, je me souviens que la Commission a dit, ça n'apparaît pas, mais je crois que c'est un souvenir, que c'était les États-Unis qui avaient demandé, qu'elles-mêmes avaient souhaité un arrangement avec les deux administrations, et que les États-Unis ont dit, ah non, mais chez nous, c'est pas possible, c'est un accord de cette portée, il doit être au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, au nom de l'État. Donc c'est un accord formel. La Cour de justice a toujours été très réticente sur cette idée d'importer, ce qui est assez fréquent dans les États, cette notion d'arrangement administratif en droit communautaire, même il y en a. Vous avez tout à fait raison. La Commission, dans un premier temps, avait tenté d'exporter ou de transposer AETR au niveau de chaque institution, ce qui était à la fois habile, mais ne tenait pas. Et encore une fois, ne tenait particulièrement pas en l'espèce. C'est que de l'autre côté, il n'y avait pas des administrations américaines, mais il y avait les États-Unis d'Amérique. Effectivement. Et alors, c'est donc une décision qui est centrale, essentielle pour la suite du parcours international de l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'article 228 à l'époque était assez bref, alors qu'aujourd'hui, l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est la troisième disposition la plus longue de ce traité, qui contient plus de 350 articles quand même, ce qui démontre clairement que l'Union européenne a développé son activité internationale, donc avec davantage d'accords internationaux adoptés, et cette décision qui marque le processus d'adoption de ces accords. Alors, donc, monsieur le Conseil d'État, aujourd'hui vous êtes au Conseil d'État justement, est-ce que le contentieux de l'Union vous manque? Est-ce que vous avez quand même l'occasion de le pratiquer? Et peut-être aussi, est-ce qu'il y a une autre décision qui a marqué un peu votre carrière, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine émission?
Alors, écoutez, bien sûr, le contentieux de l'Union européenne continue de m'intéresser. Au fond, c'est quand même ma légitimité. Si j'ai été nommé au Conseil d'État, je n'avais jamais fait de cabinet, jamais. Donc voilà, j'ai été nommé au Conseil d'État parce que j'étais considéré, à tort ou à raison, comme un expert du droit et du contentieux de l'Union européenne. Je crois vraiment pouvoir dire que c'est cela qui a motivé. Et donc, c'est tout de même ma légitimité. Et vous savez, même si je faisais du droit administratif jusqu'à 90 ans, le droit, ce qui ne sera sans doute pas le cas, eh bien, j'aurais tout de même dans ma vie passé plus de temps au droit de l'Union et au contentieux de l'Union européenne. Alors, ça ne me manque pas pour deux raisons. D'abord, c'est parce que je continue d'intervenir, comme aujourd'hui, mais je continue d'intervenir assez fréquemment autour du contentieux de l'Union européenne. C'est vrai de plus en plus autour des relations entre le Conseil d'État et la Cour de justice. Ça m'intéresse évidemment beaucoup. J'insiste peut-être davantage sur cet aspect des choses. L'autre raison, c'est que nous faisons beaucoup de droit communautaire au Conseil d'État. Moi, je suis dans une chambre, notamment l'une des 10 chambres de la section du contentieux, qui est la 3e et qui, notamment, fait de l'agriculture, s'occupe d'agriculture. Et il y a donc beaucoup. Et donc, nous posons des questions préjudicielles. Et même quand nous ne les posons pas, nous regardons les arrêts de la Cour de justice, ou du tribunal d'ailleurs de plus en plus, de l'Union européenne. Donc voilà, pour ces raisons, mais j'aurais beaucoup souffert si effectivement, par exemple, si j'étais rentré au Conseil d'État il y a 30 ans, où on n'y attachait pas une grande importance à ce contentieux de l'Union européenne. Non, là c'est certain, mais aujourd'hui les choses ont vraiment profondément changé au Conseil d'État. C'est plutôt dans une continuité que vous pouvez appliquer encore le droit de l'Union européenne. Exactement. Alors, pour répondre à votre autre question sur d'autres arrêts, alors écoutez, comme vous m'aviez très gentiment informé que c'est une question que vous me poseriez, j'ai regardé 2-3 fois la liste alors certains, donc j'avais complètement oublié, presque 800 arrêts dans lesquels j'ai été agent. Bien sûr, mon implication n'a pas été la même. Il est évident quand j'étais rédacteur à la direction juridique, quand j'étais sous-directeur ou directeur adjoint, évidemment, mon rôle n'a pas toujours été le même. En plus, il y a des affaires qui vous laissent un souvenir plus important que d'autres. Écoutez, j'avais identifié 3 affaires. D'abord, il y a 2 affaires. Alors, vous allez dire, c'est parce que c'est le Conseil d'État qui avait envoyé les questions. Mais non, je vous promets que c'est pas le cas. C'est parce que c'est l'affaire Oteza-Olazabal, un arrêt du 26 novembre 2002, un arrêt préjudiciel sur envoi du Conseil d'État, et l'arrêt Self, je dis 1, parce qu'il y en a eu 2, mais c'est le 1 du 12 février 2008. Pourquoi ces 2 arrêts ? L'un concerne la question d'assignation administrative d'un terroriste basque qui, après avoir purgé sa peine en France, et l'autre, les aides d'État. Alors, on n'est pas obligé d'entendre les détails, mais s'il y a des questions, j'y répondrai bien sûr, mais simplement parce que ce sont 2 affaires qui illustrent parfaitement, je crois, ce qu'est la coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice, que l'on a tendance à voir, ce qui n'est pas toujours complètement faux, comme une sorte de suggestion des juridictions nationales, des juridictions suprêmes en particulier, à la Cour de justice. Là, le Conseil d'État, au fond, à 2 reprises, a demandé à la Cour de justice, en réalité, de renverser sa jurisprudence. Alors, la Cour de justice, contrairement d'ailleurs au Conseil d'État, qui le reconnaît, mais la Cour de justice a horreur d'admettre qu'elle renferme. Vous savez qu'elle n'a reconnu que 3 ou 4 fois. Bien sûr, on a Kekémitoire, on a Hague 2, Cabernis-Issarté. Moi, Cabernis-Issarté, je pense pouvoir en citer 3 ou 4. Là où la Cour admet le retournement. Elle en a fait d'autres, et je peux vous dire qu'Oteza-Olazabal et Self 1, ce sont des retournements de jurisprudence inavoués. Alors, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc, si vous me réinvitez, on pourrait éventuellement choisir ces arrêts. Et puis, le 3e, celui-là, je l'avais un peu oublié, mais je vous le donne quand même. C'est Industrias Nucleares do Brasil, pardonnez-moi pour la prononciation. C'est un arrêt préjudiciel, alors sur renvoi d'une juridiction allemande, sauf erreur, de 2006. Mais on est toujours en pointe sur les questions nucléaires. Et c'est un arrêt extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était la 2e préjudicielle Euratom, et je crois qu'il n'y en a pas eu depuis. Donc depuis 1957, il y a eu une première qui était française, c'était Cattenom, sur la centrale de Cattenom, en 88, et ce 2e en 2006. La 2e chose, c'est que c'était absolument passionnant, parce que vous savez, le traité Euratom, c'est une jungle. Il y a des tas d'articles qui ne sont jamais appliqués, et pour la première fois, nous avons
avons donc été amenés à interpréter des tas d'articles du traité Euratom qui n'avaient jamais été interprétés face à la Commission européenne. Pour résumer, il s'agissait de savoir si certains types de contrats qui avaient été conclus entre des entreprises allemandes et l'Institut nucléaire brésilien pour l'enrichissement de l'uranium par Urenco auraient dû être notifiés à la Commission auparavant. Et eh bien, en plus, on a gagné. On a gagné. C'était pas une préjudicielle française, mais je peux vous dire que la France était très en pointe, et donc on a gagné. J'ai également plaidé l'affaire. J'avais un de mes collaborateurs, mais c'était vraiment, ça reste un très bon souvenir, à la fois parce que le traité Euratom c'est passionnant, personne ne le connaît, ne le connaissait en réalité, puisqu'on applique très peu d'articles. En fait, on l'applique assez peu. En réalité, beaucoup de dispositions ont été suspendues dès le début des années 60. Et ça reste un assez bon souvenir. Je dirais que c'est un peu technique à la relecture, mais c'est quand même assez rare d'avoir des articles du traité d'un traité européen qui n'ont jamais été interprétés depuis 1957. Alors, Géraud Saint-Just-Deberghe, monsieur le conseiller d'État, merci pour ces pistes, effectivement, que nous pourrons explorer dans différentes émissions, et surtout, merci pour votre présence et le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des Surligneurs.